J'ai décidé de faire une petite expérience de compliance pour me rendre compte des problèmes liés à la liberté académique en Suisse. L'article 20 de la Constitution, liberté de la science. La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifique est garantie. Et en particulier, je me suis demandé si des intérêts politiques et ou des intérêts privés pouvaient vraiment influencer au niveau fédéral la direction de la recherche dans une direction qui n'était pas forcément celle de l'intérêt public. Pour cela, j'ai pris un cas qui est celui de SwissCovid, c'est-à-dire l'application de traçage, qui est actuellement en attente d'un vote final au Parlement à Berne. L'objet 20040. En chemin, j'ai appris des choses que je pourrais partager avec les compliance officers du monde bancaire. Par où je commence? Ah oui, comme toujours, par un contrôle de routine et une anomalie, quelque chose qui attire votre attention. Comment je suis tombé dessus? Tout simplement parce que le projet a été piloté en grande partie par le PFL et que c'est une institution que je connais puisque j'y ai fait mes études. Donc évidemment, j'avais l'esprit en éveil. Question: est-ce que le dossier technique SwissCovid est aussi solide qu'on a voulu le faire croire en haut lieu? Et le point d'accroche était l'affirmation selon laquelle il s'agissait d'un projet transparent, c'est-à-dire un projet dont le public serait correctement et complètement tenu informé. C'est ça que j'ai voulu commencer à creuser. Alors, très important en compliance, il faut toujours partir d'un règlement ou d'une loi qui va vous servir d'étalon. Et voilà l'énoncé dont je devais vérifier la conformité, qui est l'article 62 alinéa 4, E de la loi sur les épidémies modifiées, qui s'énonce ainsi, en tout cas dans la version demandée par le Conseil d'État: le code source et les spécifications techniques de tous les composants du système TP, c'est-à-dire le système SwissCovid, sont accessibles au public. Les programmes lisibles par une machine doivent avoir été élaborés de manière avérée au moyen de ce code source. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? Dit simplement, vous devez avoir les moyens d'obtenir tous les programmes depuis le site technique de SwissCovid en pièces détachées, comme une boîte de Lego pour faire une Ferrari. Vous prenez les instructions de montage, vous les suivez et vous devez obtenir une application SwissCovid qui va tourner sur votre smartphone Apple ou Android. C'est-à-dire que vous allez monter la Ferrari. Or, à notre connaissance, personne dans le public n'arrivait à faire ça. Les raisons techniques sont un peu compliquées à expliquer, mais disons pour simplifier que si vous n'avez pas une licence d'Apple ou Google, que vous n'obtiendrez pas, il vous manquera des pièces essentielles et vous ne pourrez pas terminer votre boîte de Lego. Mais sur la boîte de Lego, on vous a bien fait comprendre qu'il y avait tout pour faire la Ferrari. Oui mais non. Parce que si vous relisez 3 fois le disclaimer sur la boîte de Lego, ce n'est pas marqué que c'est vous qui pourriez monter la boîte. C'est juste marqué que quelqu'un pourrait monter la boîte et que vous pourriez vérifier que c'est bien monté. Alors on vous demande pourquoi est-ce que vous avez acheté une boîte que vous ne pouviez pas monter. Mais bon, oui je sais, c'est un distinguo compliqué, ça ressemble sacrément à une de ces clauses qu'un avocat d'affaires aurait écrite pour enfumer ses clients. Le seul problème, c'est que cela viole l'article 9 de la Constitution, qui dit la chose suivante: toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. C'est comme dans le droit privé. Si on vous a vendu une boîte de Lego avec une photo de Ferrari dessus et maintenant on vous dit que oui mais non, la boîte ne suffit pas et que vous n'aviez qu'à lire les petits caractères, n'importe quel juge vous dira que c'est de la mauvaise foi. Maintenant vous allez appeler le service client parce que vous n'arriviez pas à monter la Ferrari sur la boîte. Et que fait le service client? Il vous renvoie à la documentation de la boîte Lego en disant que c'est vous qui avez eu un problème. Donc, on nous a référé sur un site technique GitHub, qui soit dit en passant est strictement du domaine des informaticiens et donc incompréhensible notamment pour des avocats, qui aimeraient bien aussi être informés de cette histoire. Sans parler du grand public qui est complètement largué. Après que vous ayez insisté avec vos questions sur la boîte de Lego, la réponse va se faire nettement plus sèche. Du genre, vous êtes mal informé, sous-entendu vous avez mal lu les instructions, nous sommes les seuls spécialistes, si vous n'êtes pas capable de monter votre boîte de Lego tout seul, nous n'avons plus de temps à perdre avec vous. Donc, comme vous voyez, il passe à ce qu'on appelle l'argument ad personam, c'est-à-dire une réaction agressive contre la personne qui leur pose la question. En passant, je ne veux pas citer de détails
parce que ce ne serait pas correct pour les personnes impliquées, qui sont en bas de la hiérarchie. Les responsabilités doivent être recherchées à des niveaux plus élevés. Mais si vous avez travaillé suffisamment longtemps dans le compliance bancaire, vous savez une chose, que si vous posez des questions un peu pointues à des gens qui devraient normalement vous répondre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne vous répondent pas, et que si ces gens vous répondent d'aller vous faire voir, il ne faut surtout pas vous laisser intimider. Vous devez soupçonner que vous êtes en face d'une tactique de diversion. Il y a probablement quelque chose qu'ils ne veulent pas vous dire, reste à découvrir quoi. Et donc, votre réaction naturelle de compliance, c'est de creuser un peu plus. Et donc, évidemment, vous allez leur poser plus de questions. Et si vous voyez qu'ils deviennent de plus en plus nerveux et qu'ils vous répondent de plus en plus à côté, votre soupçon va progressivement devenir ce qu'on appelle un soupçon fondé. Et là, qu'est-ce qu'on découvre le 10 juin à cause d'une fuite sur le site de ID.news? Eh bien que, effectivement, la direction de l'EPFL avait passé sous silence un rapport du laboratoire LASEC, donc le laboratoire de sécurité et de cryptographie de l'EPFL elle-même, qui critiquait précisément cet aspect de l'article 62 alinéa 4, E. Et là, vous dites « Ah, comme par hasard ». Et ce qui est nettement plus gênant, c'est qu'entre l'EPFL et le Mélanie, c'est la centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information. Donc c'est une organisation dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui est censée s'occuper de la défense de votre privacy sur Internet et de votre sécurité. Ces gens-là avaient attendu le 16 juin pour lever l'embargo, alors que le Conseil des États et le Conseil national avaient déjà clos les débats. La loi doit encore passer au vote final le 19 juin. C'est tout prêt, donc on obtient ce qu'on appelle un fait accompli. C'est-à-dire que des hauts fonctionnaires ont, malencontreusement, privé les parlementaires d'une pièce essentielle au débat. Tout cela dans la plus grande transparence démocratique. Oui, évidemment, le Parlement pourrait en théorie se retourner le 19 juin et refuser de voter cette loi urgente. Mais est-ce que c'est plausible, sachant qu'un certain nombre de parlementaires n'étaient probablement même pas au courant de ce petit tour de passe-passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on était dans le secteur bancaire, on serait toujours tenu à la réserve et il faudrait strictement suivre la voie de service qui consiste généralement à passer le dossier au comité de compliance, qui ensuite remontera à la direction, voire au MROS, donc la police fédérale anti-blanchiment. Mais comme ici, on n'a pas de comité de compliance à qui transmettre le dossier, et que l'institution qui aurait dû traiter le dossier, c'est-à-dire le Mélanie, est aussi une partie impliquée dans cette affaire, alors à qui est-ce qu'on transmet l'information? Et Dieu merci, il n'y a pas de détails couverts par le secret du banquier. Alors, le plus simple, vu qu'il y a un intérêt public prépondérant, c'est de divulguer l'information. Tout simplement d'en faire un petit film. Je vous remercie de votre attention et dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup.